La mobilisation de fin de semaine a été superbe, mais malheureusement loin d'être suffisante. Il nous manque encore plusieurs mois de budget pour mener la mère des batailles en 2022. Les enjeux, ils sont énormes. TV Liberté est la chaîne du télévisuellement incorrect. On ne joue pas alternatif. On vit avec un esprit alternatif. Comprenez-moi bien. Dénoncer le politiquement correct n'est pas un jeu ou une rente ou une démarche mercantile pour gagner des parts de marché. C'est mettre toutes ses tripes pour lutter pied à pied contre les menaces et les intimidations, contre cette société de surveillance mise en place avec la crise sanitaire. Tout cela n'est pas un jeu où l'on fait semblant. Notre volonté, c'est par notre audience et notre influence libérer les Français des chaînes qui les emprisonnent. Notre volonté, c'est de faire de TV Liberté le fer de lance de vos idées. Alors aidez-nous vraiment à cela en faisant un don maintenant. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Fin 2021 pour parler d'une des émissions phares de TV Liberté, Immédiat, dans le décor de Immédiat, avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Martial. Et pas Jules Blaiseau, il a préféré au micro de TV Liberté, et on lui souhaite quand même un prompt rétablissement. Oui, au micro ou Delta, mais enfin oui, on lui souhaite un bon rétablissement, parce que ça fait quand même, il entame sa 2e semaine, donc oui, espérons qu'il va se rétablir pour le nouvel an en tout cas. Bon Jean-Yves, 2021, ça a d'abord été ici pour Immédiat le changement d'acolyte. Alors il manque Jules, mais néanmoins c'est le remplacement de Nicolas Faure par Jules Blaiseau. Nicolas Faure, d'ailleurs, qu'on peut retrouver sur Sunrise, où il fait du travail très intéressant. Donc, et maintenant, effectivement, c'est avec Jules Blaiseau. C'est donc le 3e partenaire pour moi d'Immédiat, après Hervé Garrigou, Nicolas Faure, Jules Blaiseau. Alors, on se pose toujours la question, est-ce que ça s'est fait dans l'amitié, ces passages de flambeau ? Ah oui, absolument. Ce sont, je trouve assez naturel que des hommes jeunes, au bout de 3 ans ou 4 ans, souhaitent faire autre chose. Et donc, ce sont des départs qui se sont faits tout à fait dans l'amitié. D'ailleurs, Nicolas Faure continue de travailler régulièrement avec moi pour le site Polémia, pour le site des Bobards. Donc voilà, il n'y a pas du tout de conflit d'aucune sorte. Allez, si on doit faire un retour sur 2021, il y a des tendances particulièrement sombres d'ailleurs. Par exemple, la folie woke, l'explosion de ce qu'on appelle la cancel culture. Est-ce que ça, c'est un fait marquant de 2021 ou est-ce que c'était déjà initié ? Alors, c'est un fait. La cancel culture, on peut dire que d'un certain point de vue, c'est assez ancien, puisque c'est la déconstruction. Mais là, on a venu d'Amérique une puissance, une déconstruction aux puissances carrées, aux puissances cubes, avec la mise en cause des statuts, la mise en cause des libertés universitaires, qui était quand même quelque chose qu'on pouvait considérer comme quasiment sacré. Il y a véritablement une avancée. On peut dire qu'il y a une folie woke qui subit quand même parfois, soyons optimistes, quelques échecs. On pense à la statue de Napoléon à Rouen, que les maires du coin, que le maire de Rouen souhaitait retirer, qui va être rétabli et qui est même, je crois, classé monument historique, en tout cas qui va être protégé par les monuments historiques. Donc il y a parfois des victoires qui supposent qu'il y ait une résistance. Et je crois qu'il faut être vraiment maintenant très offensif vis-à-vis de ces minorités. Il faut être très offensif vis-à-vis de cette dictature des minorités, que ce soit des dictatures dites indigénistes, antiracistes ou homosexualistes. Il faut maintenant refuser frontalement la dictature des minorités. Mais qu'est-ce qui vous met en transe dans les Miss France ?
Pardon ? Qu'est-ce qui vous met en transe dans les Qui Miss est France l'année prochaine, il va y avoir une Miss France trans. Enfin, une Miss France trans. Peut-être pas la première année, c'est peut-être pas elle qui sera élue. Mais nous avons été avertis, il y a eu une campagne. C'est incroyable comme ça va très vite. Quelques jours avant la cérémonie de Miss France, il y a eu des demandes de milieux LGBTQT, enfin je ne sais plus trop, en disant mais comment c'est incroyable, c'est genré et il n'y a pas de transgenre. Et pratiquement dans les 24 heures qui ont suivi, la responsable actuelle de Miss France a dit il y aura des candidates trans, ou il pourra y avoir des candidates trans l'année prochaine. Voilà. Et puis, après, elles pourront sans doute être élues, puisque vous savez que c'est une balance entre le vote du public et le vote du jury, donc il suffit de bien choisir le jury. Alors c'est une avancée, si on peut dire, mais qui correspond à tout ce qu'on a vécu depuis des années et montré d'ailleurs sur Immédiat, c'est-à-dire l'utilisation d'un certain nombre de grandes manifestations, comme l'Eurovision, comme l'élection de Miss France, à des fins de propagande. Voilà, à des fins de propagande diversitaire, à des fins de propagande politiquement correcte, à des fins de propagande LGBT. Au départ, c'est un peu plus difficile, maintenant c'est fait, ça va être fait. Autre élément déterminant en 2021, le poids de la propagande. Plus rien n'arrête la machine à propager le mensonge, la désinformation. Alors, il y a une propagande absolument massive, y compris d'ailleurs paradoxalement sur un certain nombre de médias qui portent ou donnent la parole à des gens qui pensent autrement. Je pense aux chaînes en continu, où malgré tout, même les pires, je pense à BFM, finissent par donner la parole parfois à des gens qui pensent en dehors du politiquement correct. Je pense évidemment à LCI, je pense bien sûr à CNews, qui a largement ouvert le débat. Mais là où c'est très pervers sur ces chaînes en continu, c'est que vous avez toujours le petit bandeau en bas de l'émission, et le petit bandeau, il est fait à partir d'une dépêche AFP. Et donc, il envoie le programme politiquement correct en permanence et il le répète. Vous allez avoir, par exemple, si vous avez une nouvelle alarmiste sur le Covid, par exemple, vous allez l'avoir 30 fois. Si vous regardez 2 heures une chaîne en continu, vous allez avoir 30 fois le même message. Ça peut être sur le Covid, ça peut être sur une soi-disant agression raciste, etc. Et donc, les gens qui mettent en place ces bandeaux, ils sont sous la propagande de l'AFP et ils relaient la propagande de l'AFP. Donc, même des chaînes dont on pourrait penser qu'elles apportent des éléments différents, eh bien, contribuent au conditionnement général. C'est vrai aussi pour les sites d'information des grands journaux. Le Figaro, en général, reprend à la lettre la dépêche de l'AFP, et la dépêche de l'AFP, l'agence française de propagande, donc les Français sont sous perfusion de propagande. Sauf quand ils regardent TV Liberté, bien entendu. Avec le label 100% alternatif. Très bon label. Dites-moi, dans ce contexte général, est-ce qu'on ne peut pas plutôt dire qu'il y a une absence totale de travail ou de curiosité des journalistes de la presse progressiste, tout simplement ? Alors, je pense, c'est ce que j'ai développé, je crois, lors d'une précédente cérémonie des Bobards d'Or, en disant que le problème des journalistes, c'était le courage. Le courage au double sens du terme. Le courage de pouvoir prendre des positions qui ne soient pas totalement politiquement correctes, et le courage par rapport au travail. Et au fond, la facilité pour un journaliste, c'est de ne pas travailler, parce que s'il ne travaille pas, il ressort le bougli-bougla politiquement correct, et il n'a aucun ennui, et il poursuit sa carrière. S'il travaille, il va être à un moment ou à un autre un peu en dissidence avec le politiquement correct, donc il aura fait un effort, il aura bossé, et ça nuira à sa carrière. Alors vous avez dans les nouveaux journalistes des gens qui sont archétypaux de cette démarche. Il y a le dénommé Renaud Pilat, que je suis un peu sur Twitter et que je vois parfois sur BFM. Il est dans l'hyperconformisme.
Mais alors avec une grande assurance, une grande certitude, puisqu'il est dans le camp du bien, bien sûr. Et il n'a pas travaillé, il sort la Vulgate. La Vulgate. Est-ce qu'il y a un rôle, quel est le rôle exact? Je disais, TV Liberté, label 100% alternatif, parce que j'ai beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé avec Philippe Millot sur cette conception de la presse alternative, notamment sur son mode de financement. C'est pour ça que je dis qu'on peut être 100% alternatif, parce que c'est le don, et que je pense que c'est une condition sine qua non pour se dire alternatif et d'être une presse alternative. Qu'est-ce que vous attendez d'une presse alternative? Au-delà de TV Liberté, pas toute seule. Si vous voulez, la presse alternative, elle apporte 3 éléments essentiels. D'abord, elle informe différemment ceux qui la regardent. Ça, c'est l'effet immédiat. Ensuite, elle est en avant-garde. C'est-à-dire que ce que la presse alternative dit aujourd'hui, ça va finalement en partie se répandre aux voisins. Donc les voisins les plus proches, c'est les médias un peu moins conformistes, et ensuite aux autres. Elle a un rôle, voilà, je vais être dans l'actualité, elle a un rôle viral. Elle émet des idées, elle présente des faits de manière plus complexe, et ça se diffuse de manière virale. Il y a enfin un troisième effet, qui est l'effet formation d'un certain nombre de gens, de journalistes, qui ensuite peuvent aller travailler dans d'autres endroits. Et on connaît un certain nombre de gens qui ont commencé sur Boulevard Voltaire ou sur TV Liberté. Je pense à Charlotte Dornelas, par exemple, et qui maintenant officie sur CNews et sur d'autres médias. Et donc, il y a imaginez qu'il y ait un grand changement politique en avril prochain. Je vois venir, oui. C'est un peu optimiste, je vous l'accorde. Mais imaginez ça. Eh bien, il y a tout à fait la possibilité d'avoir sur le JT de France 2, sur le JT de TF1, sur France 3, des présentateurs ou des présentatrices qui pourraient parfaitement remplacer, et en mieux, les boulots et autres présentateurs. Je pense par exemple à Élise Blaise ou là encore à Charlotte Dornelas, mais il y en a d'autres. Vous pouvez penser aussi à Édouard Chano qui travaille sur Sputnik. Voilà. Donc, et ça, il y a 10 ans, ça aurait été impensable. Mais alors, ma question, elle est simple, c'est à quoi ça sert la presse alternative si maintenant on retrouve les gens qui ont été formés, comme vous dites, dans les chaînes de télévision en info en continu? C'est le côté avant-garde. D'abord, c'est le côté on maintient une ligne sans concession. Et je vous dis, il n'y a pas de bandeau politiquement correct. Quand on regarde le JT de TV Liberté, il n'y a pas de bandeau AFP politiquement correct. Donc il y a quand même une certaine intégrité qu'on ne trouve pas ailleurs. Et puis, c'est le rôle d'avant-garde. C'est le rôle d'avant-garde d'ouvrir aujourd'hui de nouveaux débats, d'apporter de nouvelles critiques du politiquement correct, et de former de nouvelles personnes, de nouveaux journalistes qui auront ensuite rayonné ailleurs. Avant-garde. D'accord, mais quand vous parlez de CNews, on voit toujours qu'il y a une certaine retenue, une ambiguïté. J'ai même l'impression que vous n'avez pas de sympathie pour l'extension du domaine audiovisuel de M. Bolloré. Si, l'extension du domaine audiovisuel de M. Bolloré, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça remet un peu de diversité, ça a remis de la diversité à CNews, ça a remis de la diversité à Europe 1, ça va en remettre au JDD, à Paris Match, voilà. Non, c'est extrêmement positif. Simplement, ça n'est pas parfait. Et ces médias-là diffusent des opinions dissidentes, font apparaître des intervenants dissidents, et c'est extrêmement positif, mais ils continuent ils continuent quand même de relayer une partie de la doxa. Voilà. Mais c'est la diversité malgré tout. Vous avez donc 3 sortes de médias. Vous avez les médias, comment vous dites, 100% alternatifs, qui là sont dans la réinformation permanente. Vous avez les médias de grand chemin qui sont dans la désinformation permanente, et vous avez les médias
dissidents du grand chemin, en quelque sorte, qui donnent des points de vue relativement pluriels. Et dans ces médias-là, comme dans les médias de grand chemin, on retrouve quand même une sorte de population que vous avez souvent pointé du doigt, c'est les experts, notamment les experts en matière de santé, pas les médecins de bloc, pas les médecins des urgences, mais les médecins de plateau. Oui, alors c'est une des grandes disciplines. Ils sont partout. C'est une grande discipline, le médecin de plateau. On le voit un peu partout. Et il y a quand même des désinformateurs patentés. J'en citerai deux. Madame Karine Lacombe, qui a quand même fait beaucoup de désinformation, notamment sur le remdesivir, etc. Et alors récemment, Monsieur Deray, enfin le professeur Deray, j'hésite à lui donner ce titre, qui a annoncé des choses absolument délirantes sur la possibilité pour les enfants de développer des formes graves du Covid, ce qui est extrêmement rare. Il est même allé jusqu'à dire que l'IRM du cerveau d'un enfant qui avait le Covid évoquait l'IRM de quelqu'un qui avait l'Alzheimer. Je ne sais pas quelle source il a pu avoir pour dire cela. D'ailleurs, il a dit cela sur deux médias en continu, BFM et LCI, et il y a un de ces deux médias, LCI, qui a apporté un démenti à cette désinformation absolument hallucinante. Mais assez curieusement, on continue d'inviter M. Deray. Oui, mais je pense qu'il vous scandalise qu'il y ait des médecins qui parlent de santé. C'est quand même plus facile qu'un professeur soit plus spécialisé que Jean-Yves Le Gallou, Martial Bild, non ? Oui, alors, à condition de parler avec prudence et de respecter les faits. Respecter les faits. Et les faits, dans ce domaine, c'est quand même beaucoup de statistiques. Alors je comprends très bien que le médecin, il voit des hommes, il voit des femmes, il voit des individus. Et donc, il a ce raisonnement-là. Mais si on raisonne en termes de santé publique, il faut regarder les statistiques. Bon, et c'est vrai que aussi bien les covidistes que les antivax ont parfois tendance à prendre le cas particulier. Alors l'antivax va prendre le cas particulier de quelqu'un qui va avoir une réaction très violente et très négative à un vaccin, ce qui peut arriver. Et le covidiste va chercher le cas particulier, c'est-à-dire l'homme jeune ou la femme jeune en bonne santé qui va se retrouver en réanimation, ce qui peut arriver, mais qui est évidemment très rare. Et en termes de santé publique, il faut regarder un peu les statistiques. Alors c'est vrai que les statistiques, c'est un peu froid. C'est moins chaud que de vous dire, de vous montrer telle ou telle personne. On a montré d'ailleurs, c'est assez... Enfin, je ne sais pas si c'est amusant. Il y a eu un militant de La République En Marche, représentant d'ailleurs d'un intérêt commercial, qui, après avoir expliqué pendant des mois qu'il fallait se vacciner, qu'il était vacciné, a fait un sketch à l'hôpital avec des tubes dans le nez en disant « J'ai eu tort de ne pas être vacciné, vaccinez-vous ». C'est la même personne. Ça a été un candidat à La République En Marche en 2017 et c'est passé sur différents médias. Ça, c'est de la désinformation pure. Des bons acteurs à La République. Des bons acteurs, oui, mais même un très très bon acteur. À la tête. À la tête, oui, il paraît qu'il est président de la République, voilà. Moi, je sais plus très bien. Alors, dites-moi, est-ce que ça entraîne le fait que les Français avaient peu de trouvé que les politiques étaient de moins en moins crédibles? Et est-ce que depuis 2 ans, vous pensez qu'ils considèrent aussi que les scientifiques sont plus crédibles? Ah, je crois que ce qui est très grave, c'est qu'il y a effectivement une perte de confiance dans les scientifiques, parce que dans la science, d'abord, il faut savoir que la science, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas de vérité scientifique, il y a des débats scientifiques et il y a des vérités provisoires qui peuvent s'imposer à condition d'être confrontés à l'opinion inverse. Il ne peut y avoir de vérité scientifique que si une vérité scientifique est confrontée à l'opinion inverse, et si les gens qui ont une opinion inverse de l'opinion dominante ont aussi des crédits de recherche. Voilà, et d'accès médiatique.
Or, les scientifiques, vous savez, c'est des hommes, ou les médecins, c'est des hommes comme les autres. Ils cherchent la reconnaissance sociale, ils cherchent à être invités, ils cherchent à avoir des crédits pour leur labo. Et donc, ils ont tendance à aller dans le sens de ce qui leur permettra d'être invités, de ce qui leur permettra d'avoir des crédits pour leur labo. Et il est évident que ça biaise des résultats, puisque vous cherchez plus dans certains sens que dans d'autres. C'est valable pour le Covid, c'est valable en médecine, c'est valable pour la pharmacie, où il y a quand même de gros intérêts, c'est aussi valable pour le climat. Hein, voilà. Donc il faut être prudent. La science, alors j'entends des fois la science a dit, les scientifiques ont dit, ils ont des intérêts, d'ailleurs ce sont des hommes, ce ne sont pas des dieux. Je vais faire comme Jules, je vais être obligé de vous rappeler au conducteur de cette émission parce que le temps file. Il y a 2 questions que je veux encore vous poser. La première, c'est une question politique et la deuxième, c'est une question pratique. Alors, politique ou pratique, on commence par laquelle ? Politique. En 2021, l'irruption de Zemmour dans la campagne électorale, vous avez beaucoup évoqué ce candidat-là. Moi, j'attire votre attention sur le fait que c'est un journaliste. Ah oui. C'est un journaliste. Il n'y a pas eu beaucoup, j'ai réfléchi, j'en ai pas beaucoup. Je pense à Noël Mamère, qui a été journaliste et candidat, je pense, mais pas avec les mêmes résultats, pas les mêmes succès. Alors, il y en a eu aussi, à l'époque du général de Gaulle. Il y avait un présentateur de télévision dont le nom m'échappe, qui a fait une carrière de député, voire peut-être de ministre. Et puis, il y a eu, on l'a connu, Marseillais, dans la région Île-de-France, Péricard. Ah oui, qui a commencé avec une émission de défense d'ailleurs du patrimoine et des paysages, et qui ensuite a fait une assez longue carrière politique à l'époque au RPR. Donc il y a quand même quelques précédents, mais pas au niveau de candidat à la présidence de la République en étant dans la course. Mais est-ce que journaliste, je vois bien journaliste, politique journaliste, je vois bien la transition. Journaliste, pour moi, c'est quelqu'un qui a des convictions, la neutralité, etc. Tout ça, c'est du pipeau, d'accord. Mais qui, quand il fait son métier de journaliste, essaie de peser à la fois les arguments, les contre-arguments, de les avancer. C'est comme ça que je vois ce métier-là. Est-ce que quand on fait ce métier comme cela, est-ce qu'on peut être un bon politique ? Est-ce qu'on peut passer de cette forme-là, qui était d'observateur, va-t-on dire, pour Éric Zemmour, à acteur? Est-ce que c'est facile? Il dit, cette mue, hop, je l'ai faite. Alors, c'est assez difficile. D'ailleurs, je pense qu'il a fait la mue lors du discours de Villepinte, qui était un grand discours politique, mais il peut arriver que de temps en temps, l'ancienne peau ressurgisse, si je puis me permettre, et où il arrive encore de commenter sa situation ou de commenter la situation politique, alors qu'aujourd'hui il n'est plus commentateur, il est acteur. Donc je crois que la mue a été faite à Villepinte, mais elle est peut-être pas encore tout à fait complète. Est-ce que quand on a été journaliste, on peut devenir politique? Et des politiques, on peut prendre des responsabilités nationales aussi importantes que celles de président de la République? De votre point de vue, oui. Je crois que oui. Après, c'est un métier différent. Je crois que c'est un métier différent. D'ailleurs, assez curieusement, c'est que c'est un homme qui a travaillé beaucoup comme artisan. Enfin, il lisait, il écrivait, et là, il a quand même une équipe autour de lui qui est tout à fait importante, qui, malgré les critiques, à mon avis, tout à fait injustes d'amateurisme, fait un travail absolument remarquable en termes de programme, en termes de terrain, en termes d'organisation de meetings. Donc les gens qui parlent d'amateurs, je pense qu'ils n'ont pas dû faire grand-chose dans leur vie, parce qu'évidemment, il y a toujours des imperfections, ça c'est évident, il y a toujours des petites blessures des uns des autres, mais ceux qui parlent d'amateurs ou d'amateurisme, à mon avis, n'ont pas fait grand-chose dans leur vie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, il laisse pas mal faire les gens autour de lui. C'est-à-dire, il n'y a pas... alors que c'était un artisan individuel, il a aujourd'hui quand même une équipe très importante, y compris maintenant sur le terrain. Bon, donc la mue est faite pour vous. Et puis votre actualité à vous, c'est le 7 février 2022, c'est dans 2 mois, et c'est une nouvelle soirée des Bobards d'Or. La 13e cérémonie des Bobards d'Or, qui est, à mon avis, cette année... particulièrement importante, puisque la tentation des médias va être de voler l'élection présidentielle, de voler les débats de l'élection présidentielle, comme il l'avait fait d'ailleurs en 2017 avec l'affaire Fillon. Et là, ils vont recommencer, alors je ne sais pas encore trop comment, ils ont déjà commencé avec ce qu'ils appellent le fact-checking.
C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de candidats. Il y a les candidats politiquement corrects qui peuvent raconter absolument ce qu'ils veulent. On ne cherchera pas à les corriger. Et puis, par exemple, quand M. Le Maire explique qu'on fait une croissance extraordinaire, on ne va pas lui dire « bah oui, mais l'année dernière, on avait fait une décroissance encore plus importante ». Donc là, il y a les candidats, les candidats ou les hommes politiques on vérifie pas ce qu'ils disent. Et puis, il y a ceux où on va chicaner le détail. Et alors c'est assez amusant parce que très souvent on critique un chiffre pour en amener un autre qui est pas très différent ou pour confirmer ce qui a été dit par le candidat qu'on a voulu vérifier parce que vraiment ce qu'il dit n'est pas très politiquement correct. Donc on confirme plutôt, mais le titre est qu'il a dit quelque chose de faux. Et qu'est-ce qui ressort sur Google ? Dans les moteurs de recherche, c'est que le candidat en question, ça peut être Marine Le Pen, ça peut être Zemmour, éventuellement d'autres, même Mélenchon. Ce qu'on retient dans les moteurs de recherche, c'est que vraiment, ils sont pas sérieux. Ils disent n'importe quoi. Alors que la réalité, vous savez, il y avait eu quelque chose d'assez extraordinaire lors du débat entre Zemmour et Mélenchon. BFM avait fait le fact-checking, la vérification, pour parler français, avec 10 journalistes. Avec 10 journalistes. Et ils avaient notamment dit, il a cité le chiffre de 40 milliards pour le coût de la fraude sociale. C'est faux, c'est 5 milliards. Et ils avaient pris pour les 5 milliards la fraude constatée, alors que pour les 40 milliards, c'était la fraude évalué, estimé par quand même un bon expert, puisqu'il a travaillé, il a été responsable de la lutte contre cela, c'est-à-dire le magistrat Prats. Bon. Et ce qui est assez drôle, c'est que les vérificateurs de BFM avaient dénoncé cette erreur, ce mensonge, alors que 2 jours avant, BFM avait publié une étude qui reprenait les chiffres de Prats. Alors, il y a débat. Sur tous les sujets, il y a débat. Ouais. Suivant ce qu'on prend comme périmètre, la fraude constatée ou la fraude évaluée, on arrive à un chiffre différent, mais les vérificateurs s'arrangent toujours pour prendre le chiffre qui les arrange, y compris en contradiction parfois avec leur propre chaîne de télévision ou leur propre journal. Soirée des Bobards, 7 février. 7 février. Lundi 7 février, à Paris, au Théâtre du Gymnase. Et à quelle heure ? À quelle heure ? À 19h. À 19h. Et on s'inscrit où, maintenant ? On s'inscrit sur le site des Bobards, où c'est pas les miens. Il y a déjà une ouverture, des réservations sont ouvertes. Une billetterie est ouverte, absolument. On se dit bon Noël, on a le droit encore. Ah oui, bon Noël, Martial, bon Noël. Jean-Yves, et bon Noël à Jules, bien évidemment, dans son lit. Oui, bon Noël.